L'effet cocktail. Quand c'est notre santé qui trinque. Effet cocktail. Conséquences inattendues résultant de la combinaison de plusieurs substances chimiques entre elles. Bonjour et bienvenue dans le 7e et dernier épisode de ce podcast consacré aux effets de l'industrialisation sur la santé et l'environnement. Aujourd'hui au comptoir, avec Giovanni Prete et Jean-Noël Josel, on discute de la figure du ou de la médecin. On va parler de médecine du travail, de registre des cancers et de santé planétaire. Aujourd'hui dans l'effet cocktail, le médecin. Son obsession, Soigner sans trop perdre de temps. sa peur bleue, Donner de faux espoirs. sa phrase culte, Faites du sport. Entre figures de proximité et sachants un peu lointains, on les sait très qualifiés, souvent débordés, mais on ne les associe pas forcément aux enjeux de santé environnementale. Pourtant, quand on a réfléchi à la liste des profils qu'on voulait couvrir à travers ce podcast, je me souviens que vous teniez particulièrement à y inclure la figure du médecin. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Oui, on peut. Les médecins, on les trouve très intéressants. Et d'ailleurs, nous, on leur a consacré une bonne partie de nos enquêtes et on continue à le faire parce que, en fait, dans le paysage qu'on a brossé d'épisode en épisode, de la santé environnementale, de ce qu'on sait des effets sur la santé des contaminations industrielles de l'environnement, ce qu'on reconnaît comme maladies liées à l'environnement, dans tout ça, dans tout ce paysage, les médecins jouent en fait un rôle central sans nécessairement le savoir eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît intéressant à documenter. Ils sont centraux en matière de production de connaissances scientifiques, parce qu'en réalité, la connaissance scientifique, elle repose sur des données, et ces données sont pour partie celles qui sont collectées par les médecins, par exemple dans le cadre de consultations médicales. Et ils sont aussi centraux en matière de reconnaissance. C'est aussi eux qui sont en situation d'intermédiaire vis-à-vis de leurs patients et qui sont en position, et a priori, pour des patients atteints de pathologies imputables à leur environnement, ils ne trouveront pas de meilleurs intermédiaires pour les mettre au courant du fait qu'il y a de la littérature sur les liens entre cette maladie et un contaminant industriel. Les médecins sont dans une position qui est quasiment unique d'intermédiaire de reconnaissance. Et en même temps, nos enquêtes montrent que souvent, c'est un rôle qu'ils remplissent à contre-cœur, assez mal, voire qu'ils ne remplissent pas du tout. Pourquoi à contre-cœur ? Alors, à contre-cœur, on ne veut pas dire par là qu'ils refusent à toute force d'aider les gens à faire le lien entre leurs problèmes de santé et les contaminants auxquels ils ont pu être exposés. Mais disons que pour les médecins, ce n'est pas leur cœur de métier. Et de fait, leur formation, on sait qu'elle est très longue, mais la part de cette formation qui est consacrée à des questions de prévention est relativement modeste. En fait, la formation médicale en France, elle est centrée sur les questions de soins, de thérapeutique, de comment soigner les gens. Évidemment, c'est essentiel. Mais les médecins, de par leur formation, ils sont moins à l'aise sur les questions d'étiologie, les questions de cause des maladies. Ils en connaissent, bien sûr, mais c'est pas le sujet sur lequel ils sont le plus à l'aise pour répondre, notamment quand c'est des causes environnementales. Ils sont peu formés là-dessus, ils connaissent mal. Et de ce fait-là, non seulement ils peuvent être pas autant pourvoyeurs d'informations qu'ils devraient l'être ou qu'ils pourraient l'être, mais en plus de ça, ils peuvent manquer à leurs obligations légales sans même le savoir. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines procédures de reconnaissance de maladies liées à l'environnement, et notamment les maladies professionnelles liées au travail, requièrent absolument la signature d'un certificat médical. On ne peut pas avoir de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de sa caisse de sécurité sociale si on ne trouve pas un médecin qui accepte de signer un certificat dans lequel il écrit tout simplement que la maladie pourrait être liée au travail du patient. Il ne s'engage pas la tête sur le billot à dire que c'est le travail qui a causé la maladie, mais il faut qu'il accepte de signer un certificat de cette nature. Trouver un médecin qui fait ça, c'est pas toujours évident, c'est parfois même très compliqué pour certains patients. J'imagine qu'il y a aussi une question de temps, non ? Parce que mener un petit peu cette enquête, ça requiert d'avoir la curiosité, mais aussi le temps d'avancer, de cheminer avec le patient sur ce qui aurait pu causer. Alors, il y a le temps de remplissage du formulaire Oui. qui prend un petit peu de temps et qui est un temps qui se rajoute effectivement à un temps de consultation qui est déjà très contraint.
Nous, on a fait une enquête avec Jean-Noël dans les services d'hématologie. La durée moyenne des consultations, c'est 10 minutes, 15 minutes maximum. Et quand on faisait des entretiens, on avait des médecins qui étaient en permanence interrompus par des coups de téléphone, par des gens qui passaient la tête dans les bureaux. Et cette contrainte temporelle, on va le retrouver chez les médecins généralistes qui sont débordés parce qu'il n'y a plus assez de médecins généralistes, en tout cas dans ce qu'on appelle les déserts médicaux. Donc il y a ce temps de remplissage du formulaire, mais à la limite, ce temps de remplissage du formulaire, il n'est pas si énorme, hein. Si les médecins étaient formés, rodés à cet exercice, ça leur prendrait 2 minutes de le faire. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas rémunérés pour le faire, ce travail-là. Et le problème aussi, c'est qu'ils peuvent anticiper que ça leur demande plus de temps, vu qu'ils ne connaissent pas en fait ce formulaire, ils ne connaissent pas les procédures. Ils peuvent anticiper, par exemple, ce que disait Jean-Noël, qu'ils ont à démontrer, à caractériser le lien entre la maladie et l'exposition professionnelle de leurs patients, alors que c'est pas ce qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, c'est juste d'exprimer qu'en tant que médecin, ils pensent qu'il y a possibilité d'un lien. Et c'est pas eux de faire cette caractérisation, c'est pas eux de faire des enquêtes, c'est pas eux de faire la recherche scientifique dans la littérature pour voir si ce lien, finalement, il est plausible ou pas. Mais eux, ils peuvent anticiper que c'est à eux de le faire. Et ça, c'est vraiment lié à une information très défaillante auprès des médecins sur quel est leur rôle dans le système de prévention et de réparation, et à une mauvaise aussi organisation du partage du boulot entre les médecins. Parce que là, on parle des médecins, on utilise un terme qui est générique, mais en fait, il y a plein de types de médecins. Il y a les médecins spécialistes hospitaliers, il y a les médecins généralistes, il y a les médecins du travail, il y a les médecins conseils. Enfin, là, je parle encore que du système français. Et en fait, chacun de ces médecins peut penser que c'est à quelqu'un d'autre de faire le boulot, qui est le sale boulot, comme on dit en sociologie de la santé, hein, c'est-à-dire le boulot qu'on ne veut pas faire, qui n'est pas au cœur de notre métier. Ça ne veut pas dire qu'il est sale en vérité. Hein. Et les médecins donc, pensent toujours que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Alors, effectivement, il existe des institutions qui peuvent aider les malades à se poser des questions sur l'étiologie de leur maladie avec des facteurs environnementaux. Il existe des consultations en médecine environnementale dans les hôpitaux hospitalo-universitaires en France, par exemple, mais elles sont très mal connues et très mal financées aussi, et donc elles ne recherchent pas activement des patients, et donc elles ne cherchent pas non plus à se faire connaître. Enfin, tout ça est un peu systémique, en fait. Hein. C'est que les gens n'ayant pas les moyens de faire ce qu'ils sont censés faire, ils ne cherchent pas à le faire, donc les gens ne sont pas informés qu'ils peuvent le faire, etc. etc. C'est quoi un CRPPE ? C'est un centre régional de pathologie professionnelle et environnementale. Il y en a dans la quasi-totalité des centres hospitalo-universitaires. Ils sont régionalisés depuis quelque temps. Donc, en fait, dans chacune des 13 régions administratives françaises, il y a une de ces consultations, souvent en réseau sur plusieurs hôpitaux. C'est des centres de recours, c'est-à-dire qu'ils sont principalement destinés à des confrères médecins qui reçoivent, qu'ils soient spécialistes ou généralistes, qui reçoivent des patients pour lesquels se pose la question d'un lien entre une maladie et un facteur de risque présent sur le lieu de travail ou dans l'environnement. Donc il faut déjà que la question se soit posée, quoi. Il faut déjà que le médecin, ou éventuellement son patient, ça peut être le patient qui amène la question, ait posé la question. Il faut que la réponse soit pas évidente, soit pas évidemment non, mais c'est rarement évidemment non, que soit pas évidemment oui. Par exemple, un travailleur de l'amiante qui a un mésothéliome, je pense qu'il n'y a pas besoin de recourir à un centre, un CRPPE. Mais pour des cas complexes, alors les cas complexes, c'est souvent sur des problèmes de cancer ou sur des problèmes de santé mentale. Mais ça peut être aussi sur des problèmes de troubles musculo-squelettiques. Mais sur ces cas complexes, là où le lien avec le travail ou l'environnement plus général est tout sauf évident, c'est là que ces centres peuvent intervenir. Ils réunissent beaucoup de compétences. C'est-à-dire que pour le coup, dans ces centres, il y a des universitaires de médecine du travail qui sont bien formés sur les questions d'étiologie environnementale des maladies. Ils réunissent en même temps une force de travail qui est très hétérogène en fonction du centre où on se trouve. Il y en a des petits, des moyens, des gros, mais il y en a quand même beaucoup des petits. Quand on dit petits, ça veut dire avec un médecin. Un médecin et un interne parfois. Mais voilà, en fait, c'est des centres qui n'ont pas les ressources pour traiter un gros flux de patients. Mais ils sont chargés de quoi ? De mener cette enquête, justement ? Exactement. Ils sont financés
par le ministère de la Santé pour avoir le temps, dégager le temps qui est nécessaire pour faire ces enquêtes étiologiques. En fait, quelqu'un qui a un cancer, qui se pose la question d'un lien entre ce cancer et les facteurs de risque auxquels il a pu être exposé sur son lieu de travail ou dans son domicile, ça peut être très long. Souvent, les consultations font 1 heure, 2 heures, avec en plus de ça du travail biblio. En fait, c'est une médecine qui n'est pas du tout rentable du point de vue de la gestion de l'hôpital, mais qui n'est pas financée par le biais de la tarification à l'activité, qui est un peu la modalité principale de financement des activités médicales à l'hôpital. Là, c'est hors tarification à l'activité. Ça ne rentrerait pas du tout, vu l'absence de rentabilité. Mais en fait, c'est beaucoup de temps consacré à relativement peu de patients sur une année complète. Pourtant, c'est primordial pour essayer de construire une image, du coup, un peu plus complète, un peu plus robuste des liens entre environnement et pathologie. Oui, mais faute de davantage de moyens, en fait, ces centres-là, ils collectent en routine toutes les données qu'ils obtiennent dans une base de données qui s'appelle le Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles. Mais ces données-là, elles vont agréger quelques centaines de cas par an, quelques milliers de cas par an dans le meilleur des cas. Ça va être très très loin de ce qu'il faudrait pour être représentatif de quelque manière que ce soit. Donc, ce que j'entends en filigrane, c'est qu'il y a quand même un déficit de notoriété à la fois de ces consultations potentiellement, mais aussi un défaut de visibilité sur les recours qui existent et le fait qu'il y a des signalements possibles et qu'on a intérêt à les faire, en fait. Oui, et puis comme on disait tout à l'heure, les médecins qui sont les plus au fait à la fois de la littérature et du système de réparation et même des enjeux de prévention autour de la santé environnementale n'ont pas toujours intérêt à se faire connaître puisqu'ils sont en manque de moyens et donc ils ont peur d'être débordés, ce qui fait qu'ils vont pas forcément aller vers les services de soins des hôpitaux dans lesquels ils travaillent ou des systèmes de soins régionaux dans lesquels ils sont insérés. Ils vont se limiter éventuellement à aller informer les médecins du travail pour lesquels ils sont des recours aussi, qu'ils forment, qu'ils voient dans le cadre de la formation continue. Mais si on voulait une vraie politique de prévention et de réparation des maladies environnementales, maladies industrielles en sens général, il faudrait évidemment leur doter les doter de beaucoup plus de moyens. Et les médecins du travail, justement, est-ce qu'on peut en parler? C'est une des spécialités de médecine. Voilà. Qui sont ces spécialistes? Comment ils travaillent? Ils sont souvent parfois sur site, en entreprise. En quoi leur place est privilégiée? Eux, contrairement aux autres médecins dont on a parlé jusqu'ici, que ce soit les généralistes, les spécialistes d'autres spécialités, eux, ils ont la particularité d'être bien formés sur les questions de lien entre travail et santé. Donc, a priori, ils sont bien placés pour aider les gens. Et d'ailleurs, ça peut tout à fait leur arriver d'aider des travailleurs à faire le lien entre la dégradation de leur état de santé et leurs conditions de travail. Mais c'est quand même avec un certain nombre de limites. Une de ces limites tient d'abord au fait qu'ils sont peu nombreux et ils sont de moins en moins nombreux. Il y a vraiment un gros problème dans la démographie des médecins du travail. C'est une spécialité médicale, tu l'as dit, c'est vrai, c'est l'une des spécialités médicales les moins prestigieuses, si ce n'est la moins prestigieuse, celle pour laquelle chaque année, au concours de l'internat, qui s'appelle plus comme ça maintenant, mais ce grand concours qui va dispatcher toutes les nouvelles générations de médecins entre différentes spécialités, ça fait partie de ces spécialités où il y a plein de postes qui ne sont pas pourvus. Et donc, en réalité, ils n'ont pas les moyens de voir énormément de travailleurs. Ils en voient beaucoup moins que c'était le cas il y a 20 ou 30 ans. Il y a beaucoup moins de visites médicales. Le rythme des visites médicales obligatoires chez le médecin du travail s'est espacé. Et en plus de ça, ils ont peu de temps pour faire d'autres choses que de recevoir des travailleurs dans leur cabinet. En fait, ils ne passent pas tant de temps que ça sur site, comme tu dis. Il y a un autre facteur qui peut limiter l'action des médecins du travail, leur pouvoir d'initiative et leur autonomie. En France, il y a deux types principaux de contextes d'activité pour les médecins du travail. Soit ils peuvent travailler en service autonome, ça veut dire qu'ils sont directement employés par une grande entreprise. Donc ça, c'est vrai dans les très très grandes entreprises, les entreprises avec plusieurs centaines de salariés. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont payés par... Ils sont payés par l'entreprise et ils gèrent le service de santé au travail de l'entreprise. Ça, c'est pas la majorité des médecins du travail, mais c'est des médecins du travail qui ont un poids, un pouvoir important puisqu'ils interviennent dans des entreprises qui emploient beaucoup de gens.
Et il y a un autre type de médecins du travail, ceux qui sont employés par ce qu'on appelle des services interentreprises de santé au travail, qui sont des associations de droit privé auxquelles tout employeur est obligé d'adhérer. Quelle que soit la taille de son entreprise. Normalement, un employeur est censé faire une visite de médecine du travail à son employé. C'est vrai, par exemple, pour un individu qui emploierait une nounou à domicile. Donc, c'est rarement connu, mais c'est le cas. Ouais. Et dans ce cadre-là, il doit adhérer à un service interentreprise de santé au travail. Donc ça, c'est des médecins qui ne sont pas reliés qu'à une seule entreprise, mais qui sont rémunérés par des cotisations de plusieurs entreprises qui se partagent en fait des services de santé au travail dans le cadre d'associations. Dans les services autonomes, les médecins, même s'ils sont rémunérés par les employeurs directement, ont ce qu'on appelle une autonomie fonctionnelle. Donc, ils sont censés pouvoir organiser eux-mêmes leur travail, etc. Ils ont la même autonomie fonctionnelle dans les services interentreprises, mais par contre, ils ne sont pas rémunérés directement par un seul employeur. Mais dans les deux cas, en fait, le fait qu'ils soient rémunérés par des employeurs, ça va faire pression sur eux. Alors, ils peuvent se libérer de cette pression, ils peuvent se la représenter plus forte qu'elle n'existe réellement, mais il y a plusieurs travaux de sociologie qui ont étudié ces populations-là et qui montrent que plus un médecin du travail est isolé, plus il est dépendant d'un seul employeur ou d'un nombre limité d'employeurs, moins il va pouvoir proposer dans les entreprises aux salariés qui l'accompagnent des actions qui vont à l'encontre des intérêts directs de l'employeur. Il y a même des cas, alors je pense par exemple au scandale de l'amiante, des cas documentés de médecins du travail, c'est pas du tout la majorité, mais ça existe, qui ont délibérément caché des informations sur la toxicité des milieux de travail aux employés sous la pression des employeurs qui les employaient, mais dont ils ne dépendaient pas normalement fonctionnellement. D'accord. C'est un constat, ça dresse un tableau un peu dur quand même. Est-ce qu'il n'y a pas des médecins qui, eux, nourrissent un intérêt particulier ou une curiosité pour ces questions de lien à l'environnement ou même à d'autres facteurs sociaux, psychosociaux, voilà, une approche de la médecine un petit peu plus large? Si, bien sûr, il y a des médecins qui s'intéressent à l'environnement. Il y a des formations, par exemple, en santé environnementale qui existent et qui attirent des médecins, mais aussi d'autres soignants. Ça peut être des infirmières, ça peut être des gens qui sont des personnels, on peut dire un peu paramédicaux, des kinés ou des gens qui font de la naturopathie, des choses comme ça. Et il y a depuis les années 70 et même avant, en fait, toute l'histoire de la médecine est traversée par l'existence à l'intérieur du groupe professionnel de médecins, de segments professionnels, de sous-segments, de petits groupes qui s'intéressent plus aux questions environnement. On va les retrouver, par exemple, aujourd'hui, adhérents d'associations comme le réseau Santé Environnement, Alerte Médecins contre les pesticides. L'Alliance Santé Planétaire. L'Alliance Santé Planétaire. Il y a beaucoup d'associations qui existent et qui réunissent ces médecins-là, mais ils restent assez minoritaires, en fait, ces médecins-là. Ce sont souvent des médecins généralistes qui, soit par leur trajectoire professionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont eu des expériences dans le milieu industriel ou qu'ils ont eu des expériences marquantes de rencontres avec des maladies environnementales au cours de leur carrière, des expériences militantes aussi, un background militant, c'est des gens qui votent, beaucoup, qui sont proches des milieux écologistes, des milieux alternatifs. Chez ces gens-là, on va trouver effectivement des messages, des postures, des réflexions pour promouvoir une médecine qui prenne plus en compte l'environnement, qui prennent plus en compte, par exemple, le lien entre santé et alimentation et conditions de travail, et une médecine qui soit aussi plus préventive. Voilà. Mais le problème est que ces gens-là, en fait, quand ils essayent d'importer ça dans leur pratique de consultation clinique, ils se heurtent à un obstacle majeur, c'est que tout le système de soins français est construit autour de l'idée que le médecin, son rôle, c'est de soigner. C'est une démarche curative, c'est pas une démarche préventive. Un exemple concret aujourd'hui, dans les milieux de la santé environnementale, il y a un certain nombre de médecins qui promeuvent l'idée qu'il faudrait mettre en place ce qu'on appelle, et expérimentent d'ailleurs, c'est pas seulement qu'ils le promeuvent, mettre en place des ordonnances vertes. Qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance verte ? C'est une ordonnance, on reprend un terme médical classique, dans laquelle on prescrit à des parents ou à des mamans qui ont un projet d'enfant ou pour les mamans qui sont en période de grossesse, on prescrit une alimentation bio, saine, équilibrée,
avec cette idée que accéder à cette alimentation concrètement, ça coûte de l'argent, et que donc en prescrivant une ordonnance qui est adossée à un système de financement public, en fait, hein, on va permettre à des familles qui n'y auraient pas accès sinon d'accéder à une bonne alimentation. Donc ça, c'est des expérimentations qui se font au niveau local, mais qui sont promues par des associations de médecins proches de la santé environnementale et qui font l'objet d'une demande de généralisation et qui pourrait en fait être un rôle d'un médecin, c'est-à-dire de faire des ordonnances, de recevoir des patients avant qu'ils tombent malades, avant qu'il y ait des problèmes. Mais c'est pas du tout comme ça qu'est construit le reste du système de soins français. Avec l'idée, j'imagine un petit peu en filigrane, que derrière, il y a la possibilité d'une juste rémunération pour le producteur en bio et finalement de financement d'une transition agroécologique. Enfin, voilà, il y a un peu ce modèle de société porté par ce qu'on appelle la sécurité sociale de l'alimentation, quoi. Exactement, et c'est aussi l'idée que accéder à une bonne alimentation, c'est pas simplement accéder à une alimentation, par exemple, qui serait sans résidus de produits chimiques, de pesticides, de métaux lourds ou des choses comme ça. C'est aussi accéder à une alimentation qui a un impact limité sur l'environnement dans sa phase de production, avec l'idée que la santé des futurs parents, elle est aussi impactée par la qualité de l'air qu'ils respirent, par la qualité de l'eau qu'ils boivent, et cette qualité de l'air et cette qualité de l'eau, elle se construit localement et elle se construit dans le système agroalimentaire local. Et donc là, on touche du doigt le concept une seule santé, One Health, où finalement, de la santé des écosystèmes dépendent la santé animale d'une part et aussi la santé humaine, et que finalement, tout ça se tient très fermement, quoi. Eh ben oui, c'est un peu l'idée. Après, si on regarde un peu l'état des troupes et des rapports de force, je suis pas sûr que ce soit très majoritaire chez les médecins, l'engagement dans ce type de démarche. Je pense que ça concerne encore aujourd'hui une très petite minorité de médecins, agissante, active et importante, mais très minoritaire. Une partie d'autant plus minoritaire que la prévention, par l'alimentation, par la protection de l'environnement, de la qualité de l'eau, c'est quelque chose qui n'intéresse pas du tout l'industrie pharmaceutique, en tout cas pas directement. Et aujourd'hui, une grande partie de l'activité de recherche, de l'activité collective des médecins, elle est financée directement par l'industrie pharmaceutique. Je ne veux pas dire en ça que les médecins sont achetés par l'industrie pharmaceutique. Je dis qu'ils sont dans un contexte d'activité qui est structuré, qui est modelé par une industrie pharmaceutique qui a envie d'encourager la médecine à rester concentrée sur le curatif, parce que c'est là qu'elle peut vendre des médicaments et donc faire des bénéfices. Ou alors, on parle de compléments alimentaires, etc., qui sont aussi une industrie potentiellement lucrative, mais décriée aussi pour d'autres raisons. On l'a dit depuis le début du podcast, hein, les données qui existent sur les liens entre environnement et santé, c'est toujours le produit d'un contexte social. Elles ne tombent jamais du ciel. Et donc, effectivement, la manière dont la recherche médicale se fait, la manière dont elle est financée, c'est un déterminant majeur de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas sur les liens entre l'environnement et la santé. Et si je reviens un peu en arrière sur la phase, la notion de détection de la cause environnementale d'une maladie, on pense aussi à cet outil qui est le registre des cancers. Pourtant, on entend souvent dire que mais on n'a pas vraiment de registre de cancer en France, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je pense que là, tu pointes un truc vraiment important, c'est que les connaissances en santé-environnement, elles se nourrissent de données, et ces données, elles sont utilisables dans une perspective de recherche quand elles sont collectées, agrégées dans des bases. Et en fait, un registre de cancer, c'est ni plus ni moins qu'une base de données. Il y a plusieurs bases de données qui sont potentiellement très utiles pour essayer de connecter l'état de santé des populations à l'environnement. Alors, le registre des cancers c'en est un, c'est une bonne illustration. D'abord, la couverture n'est pas homogène sur le territoire national, donc c'est pas évident pour produire de la connaissance. Donc la couverture territoriale est hétérogène, et puis il faut bien avoir conscience que les données qui sont collectées dans ce type de base de données, elles ont leurs limites. Alors par exemple, on y trouvera peu de choses sur les parcours professionnels des personnes. En fait, on a beaucoup parlé des médecins un peu militants de la cause de la santé environnementale. On a parlé inversement rapidement des médecins qui seraient plutôt, disons, dans une approche très pro-patronale. Ça existe aussi, mais sans doute que l'essentiel de la contribution de la médecine à la connaissance des liens entre santé et environnement se trouve dans aucun de ces deux pôles,
mais beaucoup plus dans le fonctionnement routinier de la médecine et la manière dont, en routine, les médecins collectent et partagent de l'information sur leurs patients, leurs maladies, leur parcours de vie, leur habitude de vie, leur cadre de vie, leur cadre de travail. C'est aussi par ce biais-là qu'on a de l'information qui peut ou pourrait être disponible pour mieux connaître les liens entre environnement et santé. Or, très souvent, cette information, elle est collectée par les médecins qui vont interroger les gens sur leur lieu de vie, sur leur cadre de travail, mais elle est peu inscrite dans les dossiers médicaux. Elle l'est de manière très hétérogène et de toute façon, quand elle n'est pas versée à des bases de données de manière systématique. Donc en fait, il y a beaucoup de connaissances qui se perdent en cours de route, ce qui fait qu'on a des bases de données médico-administratives, on sait plein de choses sur ce dont sont affectés les patients, on sait plein de choses sur les traitements qu'ils reçoivent, mais on n'a pas de manière simple de faire le lien entre ces problèmes de santé et des questions d'exposition à des facteurs de risque professionnels et Puis environnementaux. c'est des données sensibles aussi, j'imagine, confidentielles d'une certaine manière. C'est des données sensibles, effectivement, et la recherche en épidémiologie se heurte souvent au problème de la confidentialité, de l'accès aux données. Effectivement, ça fait partie des difficultés auxquelles se confrontent les épidémiologistes. Je reviens sur les registres de cancer. Il y a souvent dans le débat public l'idée que avec des registres de cancer ou des registres d'autres pathologies généralisées qui couvriraient le territoire national, on aurait une idée beaucoup plus claire de ce qui se passe, on pourrait mettre en évidence des liens qu'on ne met pas en évidence et que c'est vraiment une priorité. Je pense que c'est vrai dans certains cas, mais il faut avoir en tête plusieurs limites à ce raisonnement. Le premier, c'est qu'un registre de cancer, ça coûte très cher à mettre en place et que ceux qui existent, quand ils existent et qui sont déjà sur tout le territoire national, c'est vrai par exemple pour les cancers pédiatriques, sont des registres qui ne sont pas faits, construits pour bien documenter les étiologies environnementales et les étiologies par exemple de la profession des parents pour les registres de cancer pédiatrique. Donc il ne suffit pas de dire qu'il faut un registre, c'est-à-dire quel registre et comment on le construit de façon à ce qu'il puisse produire des données utiles. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que on connaît déjà beaucoup de choses en fait sur les liens entre santé, travail et santé-environnement qui ne sont pas prises en compte dans les politiques publiques de prévention, qui ne sont pas prises en compte dans la pratique médicale. Tout à l'heure, on disait les médecins connaissent peu de choses sur la réparation des maladies professionnelles. Ils connaissent peu de choses en général sur les liens entre santé et des enfants et environnement. Alors qu'il y a là je parle de savoirs qui sont aisément disponibles. Donc déjà, financer les médecins, les former, les encourager à prendre en compte les savoirs existants, ça serait un grand pas vers une meilleure prise en compte de la santé environnementale. Merci Giovanni et Jean-Noël. Cette fois, je vous donne pas rendez-vous puisque c'était notre dernier épisode. On va pouvoir quitter notre comptoir, ranger le shaker et laisser décanter tout ça. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Je suis Juliette Rode et pour m'accompagner dans la production de ce podcast, j'ai pu compter sur l'aide précieuse d'Aude-Émilie Judaï pour l'écriture et la réalisation et de Sandro Enciso pour la prise de son et le montage. Je remercie très chaleureusement le Centre Paris Anime Victoire Tiner pour les moyens techniques et évidemment Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prette d'avoir partagé leurs connaissances avec nous. Les profs de droit qui font de la doctrine, et donc qui ne cessent aussi d'essayer d'inventer des concepts qui nous font voir le monde différemment et qui, à terme, se traduiront dans du droit positif qui sera contraignant pour les acteurs. Je pense à d'autres termes très récents, écocide, par exemple. Il y a des grands débats. Est-ce qu'il faut créer un crime d'écocide ou pas? Au-delà des débats juridiques, je pense que le simple fait que ces débats existent, qu'ils traversent la société, qu'ils soient enseignés dans les facs de droit, qu'ils soient repris par des militants, ça change la représentation du monde. Et c'est ça qu'on appelle les effets symboliques du droit. Donc, le principe de précaution, peut-être pas parce qu'il est très général, parce qu'il est très ambitieux et donc très embêtant pour plein d'intérêts qui sont déjà en place, n'a peut-être pas encore déployé toute sa puissance, mais en tout cas, symboliquement, il a gagné dans le sens où, quand on parle de principe de précaution, on n'a peut-être pas tous la même définition. Tout le monde ne sait pas que c'est un principe d'action et non pas un principe d'inaction, justement. Mais au moins, il a permis
depuis son introduction dans le droit français, de changer nos représentations et nos attentes par rapport aux enjeux de santé environnementale. Principe d'action et d'inaction, tu peux préciser ? Quand on parle de principe de précaution, il y a parfois une interprétation qui, à mon avis, est une interprétation erronée, qui consiste à dire ceux qui revendiquent le principe de précaution, ils disent il ne faut pas faire quelque chose parce qu'on ne sait pas. En fait, ce n'est pas du tout ça le principe de précaution. C'est de dire, dans un contexte où il y a une incertitude forte sur un futur, sur les conséquences d'une activité, il ne faut pas rien faire. Au contraire, il faut faire. Il faut chercher, déjà, il faut essayer de réduire cette incertitude qu'on a. Et en attendant de savoir, il faut agir. Donc, ce n'est pas du tout un principe d'inaction, de ne pas agir, c'est un principe d'action. Et l'action peut être effectivement d'agir pour interdire une activité industrielle, pour interdire la diffusion ou la commercialisation d'un produit qui pourrait entraîner des dommages dont on est incapable, au jour des connaissances d'aujourd'hui, de mesurer ou d'anticiper l'ampleur future. Merci Giovanni et Jean-Noël, et rendez-vous dans le prochain et dernier épisode pour échanger sur la figure du médecin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Je suis Juliette Rode, et pour m'accompagner dans la production de ce podcast, j'ai pu compter sur l'aide précieuse d'Aude-Émilie Judaï pour l'écriture et la réalisation, et de Sandro Enciso pour la prise de son et le montage. Je remercie très chaleureusement le Centre Paris-Anime Victoire Thiner pour les moyens techniques, et évidemment Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prette d'avoir partagé leurs connaissances avec nous. À très vite autour du prochain cocktail.